D'abord, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus. Là, ce soir, je vais vous parler d'un événement qui s'appelle La Nuit est belle, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, et que l'on organise sur la région, sur le territoire rhodanien, dans le but d'essayer de lutter contre la pollution lumineuse. Donc, sur cette photo-là, vous voyez la comète Neowise, qui est passé pendant l'été 2020. Donc c'était après le premier confinement, on était super contents d'être dehors et tout ça, et il y avait une magnifique comète au rendez-vous. Seulement, avec les conditions qu'on a actuellement dans le ciel, eh ben, la quasi-totalité des gens ne l'ont pas vue. N'ont pas remarqué qu'il y avait une comète dans le ciel. Alors que si elle était passée 100 ans plus tôt, elle aurait fait la une de tous les journaux. Et voilà. Donc, l'exemple de pourquoi on va faire ça. Cet événement, donc, c'est vraiment une action pour essayer de sensibiliser l'ensemble du public au problème de la pollution lumineuse du ciel nocturne. Et après l'événement qu'on avait fait déjà en 2021-2022, il aura lieu en 2023, vendredi prochain, le 22 septembre. Alors cet événement, pour participer à cet événement, on demande aux communes de faire une extinction totale de l'éclairage public pendant toute une nuit. En fait, c'est même pas une extinction, c'est un non-allumage de l'éclairage public pour laisser la nuit arriver progressivement et voir en fait comment c'est quand c'est vraiment la nuit. Et c'est un événement qui a été créé par l'équipe de la zone transfrontalière du Grand Genève en 2019 et que j'ai développé donc sur le territoire autour de la région lyonnaise, en espérant que la ville de Lyon allait adhérer, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors, déjà une définition de quelques termes, ce qu'on appelle pollution lumineuse, en fait, c'est une utilisation absolument excessive et inappropriée de la lumière artificielle qui, c'est pas juste parce que, bon, il y a de la lumière la nuit, ça nous embête, c'est vraiment un facteur d'altération de l'environnement nocturne. Et on va voir, je vais vous détailler certains des impacts négatifs que cette pollution lumineuse a sur l'environnement. Alors, vivant dans l'agglomération lyonnaise, vous faites partie de l'immense majorité des humains sur Terre à l'heure actuelle, pour lesquels la lumière naturelle de la nuit, avec éventuellement la lune, les étoiles et tout ça, ont été depuis au moins 50 ans remplacés par de l'éclairage artificiel beaucoup plus violent. Et cette utilisation vraiment inappropriée de l'intensité lumineuse est encore en augmentation continuelle. On n'a pas encore atteint le pic puisque chaque année, l'éclairage public est encore plus fort. Juste un exemple à partir de photos satellites. Alors vous voyez pas super bien, mais vous reconnaissez peut-être quand même. Il y a l'Afrique qui est ici, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Nous, on est quelque part par là, et ça c'est l'Inde ici, puis l'Asie de ce côté-là. Donc des photos prises en 1970. Et si on fait le même genre de photos en 2016, on voit très nettement la différence entre les deux. Ça c'est 70, ça c'est 2016. Vous voyez que y a pas photo, quoi. Et depuis 2016, ça a encore augmenté. Donc là, cette fois, tous les continents sont dessinés parfaitement la nuit par cette pollution lumineuse, par l'éclairage artificiel de nos villes. Alors pourquoi on essaye de faire éteindre cet éclairage public? En fait, la photo parle d'elle-même, c'est un zoom sur l'Europe. Et vous voyez que l'Europe, on n'est pas mal. Hein. Là, bien sûr, c'est Paris, mais nous, on n'est pas tellement mieux parce qu'on est là. La plaine du Pô, c'est absolument hallucinant.
et puis tout le Benelux, là, qui est très très éclairé aussi, et de façon assez étonnante, le Portugal, qui n'est pas un pays très densément peuplé, mais qui par contre a une pollution lumineuse absolument abominable. Et cette carte démontre vraiment à la fois l'ampleur du problème, parce que c'est très difficile sur une carte comme ça de trouver des zones qui soient complètement sombres, ce qu'on appelle la nuit noire en astronomie. Il n'y en a plus en Europe. En plus, ça pointe du doigt le problème qui, à mon avis, est un problème majeur aussi, c'est qu'il y a une très grande proportion de la lumière qu'on a émise, donc qu'on a payée, qui n'est pas utilisée pour éclairer le sol, puisque le satellite les voit. Donc ça veut dire que les photons sont partis dans le ciel au lieu d'être utilisés au sol. Donc une grande inefficacité de l'éclairage public. Alors je vais voir 4 grandes familles de nuisances apportées par cette pollution lumineuse. Et la première, qui est le thème de cette année, c'est le fait que la pollution lumineuse, le fait d'être éclairé la nuit, a un impact négatif sur la santé humaine. Parce que, comme tout être vivant sur Terre, on sait, depuis des millions, des dizaines de millions d'années, on s'est adapté des périodes jour et des périodes nuit. Et dans les périodes nuit, c'était vraiment nuit. Et tout notre organisme s'est adapté à cela, en particulier tout ce qui est sécrétion d'hormones, de protéines qui sont adaptées, qui se font à certains moments et pas à d'autres. Et le fait que l'on n'ait plus cette alternance jour-nuit, parce que dorénavant, dès qu'il fait un peu nuit, paf, on allume la lumière, eh bien, ça perturbe nos cycles chronobiologiques. Et il y a un cas qui est très connu, c'est la sécrétion de la mélatonine, qui normalement a lieu à partir du moment où le cerveau se rend compte que la luminosité décroît, vers 5 ou 6 heures le soir, à cette saison-là, parce qu'en été c'est un peu plus tard. Et comme la baisse de luminosité n'arrive pas, puisque dès que la luminosité décroît, on va allumer, et bien du coup, cette sécrétion de la mélatonine est perturbée chez un nombre important de gens qui conduit à des troubles du sommeil. Mais c'est loin d'être la seule chose. Il y a aussi l'hormone de croissance qui est sécrétée essentiellement pendant la nuit. Il y a tout le système de digestion aussi, de réparation cellulaire de la structure de l'ADN et tout ça qui ont vraiment des impacts importants. Et à l'heure actuelle, il y a même des études qui sont faites parce qu'il semblerait que la pollution lumineuse ait une incidence sur l'occurrence des cancers. Donc c'est vraiment quelque chose de non négligeable. Le deuxième aspect qui touche beaucoup les astronomes, bien évidemment, c'est que cette pollution lumineuse, ça nous empêche de voir le ciel. Si vous vous mettez place Bellecour ou à peu près n'importe où dans la métropole, quand le ciel est dégagé, vous allez voir une cinquantaine, une centaine d'étoiles à tout casser. Alors que si vous étiez dans un ciel noir, eh bien c'est 5000 à 6000 étoiles que l'on voit. Et la trace de notre Voie lactée, qui est la trace de notre galaxie, la galaxie à laquelle nous appartenons, il y a des habitants qui a des grands centres urbains ne voient jamais la Voie lactée. Alors, non seulement c'est embêtant en soi pour les astronomes, on va dire ouais les astronomes vous n'êtes pas si nombreux, c'est pas très grave, mais il faut se rendre compte aussi que l'observation du ciel a été extrêmement important pour la structuration de la société humaine dans son ensemble. Parce que dès que les hommes ont eu suffisamment de temps pour réfléchir à des questions, ils se sont posés la question de savoir pourquoi la Lune change tous les jours. Les phases de la Lune, on a retrouvé sur un os gravé de 17 000 ans
les dessins des phases de la Lune. Donc ça veut dire que c'est vraiment une connaissance extrêmement ancienne. C'était leur télévision à eux. C'est pour ça que toutes les civilisations de la Terre ont mis dans le ciel des constellations, des dessins comme ça qui étaient en lien avec leur mythologie. Donc l'observation du ciel a vraiment contribué à faire de l'humain ce qu'il est devenu. Il a structuré les sociétés à partir du moment où on a fait relier ça à l'écoulement du temps, le cycle des saisons et les calendriers. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et le fait de ne plus voir maintenant le ciel la nuit, ça coupe aussi tous les humains du questionnement notre Terre dans l'univers, quelle place est là ? Est-ce qu'on a des voisins proches ou pas ? Qu'est-ce qu'elle va devenir si on continue à la perturber, etc. Donc c'est un point aussi qui est important. Le troisième point, c'est la dégradation de la biodiversité. On a complètement ignoré les effets que pouvait avoir la pollution lumineuse sur la flore et la faune nocturne jusqu'à très récemment. Et pourtant, ça a un impact absolument considérable puisque l'éclairage nocturne est la deuxième cause de disparition des insectes après les pesticides. Et on a tous vu déjà des lampadaires avec des nuées d'insectes autour qui sont là piégés par la lumière, qui n'arrivent pas à s'extraire de cet attracteur lumineux, et qui vont jusqu'à l'épuisement. C'est une quantité considérable d'insectes qui meurent toutes les nuits au pied des lampadaires à cause de cet éclairage. Il y a aussi les animaux pour lesquels la lumière a un impact inverse. C'est-à-dire que le fait de voir de la lumière va les bloquer, les empêcher de passer au-delà, même si c'est là-bas qu'il y a leurs petits, c'est là-bas qu'il y a les moyens de se nourrir, c'est là-bas qu'il y a les moyens de trouver un partenaire pour se reproduire, etc. Donc, à la fois comme attracteur et comme répulsif, la lumière a un impact considérable sur les mammifères, les oiseaux, les insectes, les chauves-souris, etc. Les oiseaux migrateurs sont largement perturbés par l'éclairage parce qu'ils s'orientent normalement avec les étoiles et la lune, et cet éclairage est complètement noyé maintenant dans la pollution lumineuse. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement embêtant. Le quatrième impact fort que la pollution lumineuse a, c'est sur la consommation d'énergie. Quand on revoit la photo de l'Europe la nuit, on se rend compte qu'il y a une quantité considérable d'énergie qui est utilisée pour éclairer, mais aussi qui est perdue puisque ces éclairages ne sont pas efficaces. Et la quantité de kilowattheures dépensée par juste la France chaque année est considérable, puisque ça correspond en équivalent de tonnes CO2 à 670 000 tonnes de CO2 par an. Et en plus, je vous dis, le problème, c'est que ça n'arrête pas d'augmenter. Or, l'éclairage public, les factures d'électricité, représentent une part importante du budget des communes, surtout dans les plus petites communes. Et il a été démontré, entre autres, par des études comme celle de l'ADEME, qu'avec un éclairage intelligent, un éclairage efficace, les communes pourraient économiser jusqu'à 30% de leur facture d'électricité, ce qui est vraiment loin d'être négligeable, hein. Souvent, les élus, ils cherchent à grappiller quelques pourcents de leur budget. Là, c'est carrément 30% de la facture d'électricité. Alors, quels sont les éclairages intelligents ? Eh bien, déjà, absolument à bannir la boule lumineuse. La boule lumineuse qu'on voit encore dans pas mal de parcs, parce qu'en plus,
Et quand elles sont dans les parcs, eh bien, les arbres, la végétation qui est autour en pâtit considérablement parce que éclairée en permanence, la végétation vieillit beaucoup plus vite que dans les conditions normales de nuit. Et en plus, c'est extrêmement inefficace parce qu'en général, il y a une coupelle métallique dessous pour tenir le poteau. Donc, le seul endroit que vous éclairez pas, c'est là où vous voudriez éclairer. Et par contre, ça part bien sûr partout dans le ciel. Et il y a 4 paramètres qui sont à prendre en compte pour un éclairage intelligent. Le premier, c'est la quantité. Nous sommes parfaitement bien adaptés à notre environnement et nous avons 2 types de cellules sur la rétine pour voir à la fois en plein soleil le midi au moment du solstice d'été, mais également pour voir avec un premier quartier de lune et nous diriger sans problème dans ces conditions-là. Donc ces cellules qui nous permettent de voir la nuit, elles font qu'on n'a pas du tout besoin d'une forte intensité lumineuse pour y voir la nuit, donc c'est pas la peine d'éclairer fort. Avec un éclairage plus faible, on verra très bien. Il y a l'orientation, bien sûr, ces boules lumineuses qu'il ne faut pas faire, mais une redirection intelligente vers le sol. Il y a la couleur aussi. La couleur, alors il y a pas mal de communes qui ont changé leur éclairage pour mettre des LED. Ils disent chouette, on fait plein d'économies. Seulement, ils ont mis des LED bleus, enfin ou de couleur blanche très agressive. D'ailleurs, on les ressent souvent de cette façon-là. Et ça, c'est très mauvais aussi, à la fois pour nous parce que les LED bleus, en fait, la couleur bleue, c'est la couleur quand notre rétine reçoit du bleu. Ça veut dire c'est la journée, c'est pas la peine d'essayer de t'endormir. Pourquoi? Parce que le ciel est bleu, vous l'aurez remarqué. Donc, dans notre cerveau reptilien, c'est le cerveau le plus ancien, eh bien, si on reçoit principalement du bleu, c'est que c'est la journée. Donc, on va sécréter certaines choses et on ne va pas sécréter d'autres choses. Donc, ces LED bleues, elles sont vraiment totalement inadaptées. Et pour une quantité d'animaux nocturnes aussi, c'est vraiment un éclairage qui est extrêmement perturbateur, encore plus perturbateur que le jaune. Et puis, il y a la durée d'éclairage aussi. Il est complètement inutile de laisser le garage ou la salle de bain allumée quand vous avez fini vous allez vous coucher, parce que c'est juste de l'énergie gaspillée, donc de l'argent aussi gaspillé, c'est les deux choses. Donc, essayez pour les communes d'avoir des lampadaires, donc bannir celles-ci bien sûr, pas celles-là non plus, au minimum celles qui ont des dômes au-dessus qui coupent à l'horizontale, mais le mieux c'est avoir des lampadaires qui vraiment redirigent, enfin ont un dôme au-dessus qui soit suffisamment efficace pour éclairer le sol avec un angle au maximum, donc d'à peu près 60 degrés ici, pour avoir le maximum de rendu lumineux au sol. On voit que avec la même intensité lumineuse, cet éclairage-là est diablement inefficace, alors que celui-ci est de loin le plus efficace et il permet aussi d'avoir des économies d'énergie. La loi existe, puisque en 2013 et en 2018, il y a eu des arrêtés qui ont défini plusieurs choses. Les premiers, c'est que dans les bâtiments publics, les bâtiments d'entreprise, eh bien, normalement, on doit tout éteindre, tout doit être éteint, au plus tard, 1 heure après le départ du dernier employé. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le quartier de la Part-Dieu ou la Défense ou mieux Manhattan, la nuit. Ça fait des jolies photos parce que les buildings sont complètement éclairés alors qu'il n'y a personne dedans. Ça, normalement, c'est interdit depuis 2018. Donc, il faudrait arriver à faire respecter cette consigne-là. L'autre, c'est les magasins. Les magasins, les commerces, normalement aussi, doivent éteindre leur devanture au plus tard à 1 heure du matin. Et normalement, on incite à dire qu'il faut éteindre
pareil, 1 heure après le départ du dernier employé, et ne pas être rallumé avant 7 heures du matin, mais là c'est pareil, hein, si vous allez dans la rue de la République, il n'y en a pas beaucoup qui appliquent les consignes. Et pour les châteaux forts ou églises du Moyen-Âge ou je ne sais quoi, c'est pareil. Là aussi, normalement, il ne devrait pas être éclairé avant le coucher du soleil et être éteint au plus tard à 1 heure du matin. Mais là encore, c'est hélas pas souvent respecté. Alors, cet événement, La Nuit est belle, donc créé par le Grand Genève en 2019. En 2019, le thème principal était l'astronomie. En 2021, c'était sur la biodiversité, et c'était la première fois que des communes du territoire rhodanien participaient. L'an dernier, le thème était sur les économies d'énergie, et il y a eu une extension encore avec des communes du parc du Haut-Jura. Alors évidemment, vous voyez le nombre de communes du Grand Genève qui participent, on est un peu petit pousset à côté, mais tant pis, on y met du cœur pour essayer d'attirer de plus en plus de communes, et je compte sur vous pour le faire pour l'année prochaine. Et cette année, donc, c'est centré sur l'humain et la nuit, donc à la fois sur les problèmes de santé humaine, mais également sur la sécurité des usagers de la nuit. Parce que il ne faut pas que le fait d'avoir éteint risque de mettre plus en danger les piétons, les cyclistes ou les trottinettes. Et du coup, il faut absolument garantir cela. En général, quand on dit qu'on va éteindre, eh bien, on nous dit tout de suite « Ah oui, mais on va augmenter les cambriolages, on va augmenter les agressions, etc. » Donc, se souvenir quand même que 80% des cambriolages ont lieu de jour. Parce que, comme vous et moi, ils ont besoin de voir où on met les pieds, surtout dans un lieu qu'on ne connaît pas. Donc non, les cambrioleurs ne viennent pas la nuit, c'est dans Tintin, là, où avec sa lampe torche, on peut suivre le cambrioleur. Et quand ça a lieu de nuit, c'est en général dans des zones qui sont éclairées, trop éclairées. Donc il n'a pas besoin de lampes personnelles et du coup il n'est pas repéré. Et d'autre part, ça il a été prouvé que statistiquement, il y a moins d'accidents sur les routes non éclairées que sur les routes éclairées. Et quand il y a des accidents, ils sont moins violents dans les portions non éclairées que dans les portions éclairées. Pourquoi? Parce que quand vous avez un environnement sombre, votre cerveau vous dit « attention, c'est pas normal, donc il va falloir que tu sois particulièrement attentif », et on roule moins vite et on est plus attentif à l'environnement. Alors que si on est sur une route éclairée, même si c'est la nuit, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas les mêmes réflexes que la journée, eh bien on va vite parce qu'on se sent en sécurité. Et pour savoir donc s'il y a eu des augmentations, on a fait extrêmement attention, à la fois les communes autour du Grand Genève et les communes du territoire du Rhône, à vérifier qu'il n'y avait pas plus d'accidents, de cambriolages, d'agressions. Et effectivement, tout ce qui est remonté à la préfecture, enfin dans les différentes préfectures, sur les précédentes éditions de La Nuit est belle, nulle part il n'y a eu d'augmentation, ni des accidents, ni des agressions, ni des vols. Donc non, c'est pas parce que l'on va éteindre que votre voisin va se transformer en loup-garou ou bien que tous les cambrioleurs vont se rassembler chez vous. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut absolument adapter nos usages pour que les gens qui doivent circuler la nuit le fassent en toute sécurité. Et il y aura, puisque cette année c'est le thème, des macarons fluorescents comme ça, et puis des brassards qui seront distribués dans certaines des communes qui vont participer. Alors, en 2021, donc là, vous avez en bleu foncé, oups là, où est mon doigt, en bleu foncé les communes qui avaient participé.
Et puis en bleu clair, celle qui faisait une extinction, qui faisait déjà une extinction quotidienne. Et là, c'est la veille et le jour de l'extinction depuis le même point de vue. C'est la commune de Saint-Genis-Laval pris depuis les pentes de la commune d'Irigny, et on voit très très nettement la différence entre les deux. En 2022, eh ben, ça avait pas mal augmenté. On avait plus de communes du nord de la métropole. On avait des communes dans la plaine de l'Ain, dans les monts du Lyonnais. Et puis l'extension vers le parc du Haut-Jura. Pareil, une autre vision, ça c'est pour la ville de Brignais. Et puis cette année, donc 30 communes, alors un petit peu moins, puisqu'on en avait 34 l'an dernier, toujours pareil, en bleu marine, c'est celles qui font une extinction totale. Mais par contre, on a une très nette augmentation des communes qui pratiquent désormais une extinction quotidienne. Et ça, c'est vraiment très très bien. Entre autres, il y a eu un gros travail avec le parc du Pilat, et la plupart des communes du parc du Pilat maintenant éteignent la nuit. Alors bon, elles ne vont pas faire de choses particulières, sauf 5 communes qui vont faire une extinction particulière ce jour-là, mais bon, elles le font une extinction quotidienne, c'est quand même le but. Donc cet événement, en fait, c'est pour essayer d'ouvrir l'ensemble du public au problème de la transition énergétique. Et dans les communes qui participent, il y aura des animations qui sont prévues par les communes, des animations extrêmement variées, très simples, hein. Il y a des concours de belote à la bougie, il y a des repas aux chandelles, il y a des observations astronomiques, bien sûr. Pas mal de balades à la découverte de la biodiversité ou des cris des animaux de la nuit. Pour les scolaires, on a fait un petit fascicule pour leur permettre de s'entraîner à reconnaître les constellations. Et c'est vraiment dans l'idée d'associer l'ensemble du public à cette idée qu'il serait bien d'éteindre la nuit. Alors, l'événement, je vous l'ai décrit et tout, mais le pourquoi du pourquoi. Pourquoi vraiment il faut limiter notre consommation énergétique? Eh bien, tout simplement parce que on vit sur une planète qui a des dimensions finies, 12 800 km de diamètre. La Terre n'est pas un ballon de baudruche, on ne peut pas l'augmenter. Donc, le corollaire, si on a des dimensions finies, ça veut dire qu'on a des ressources finies. Et ça, c'est quelque chose qui n'entre absolument pas ni dans la tête des politiques, ni dans la tête des économistes. Le fait qu'on soit dans un monde fini nous restreint forcément la quantité des ressources mises à notre disposition. Alors le fait que la Terre ait des dimensions finies, c'est une chose dont on a pris conscience assez récemment, en particulier au moment des missions Apollo, avec cette photo qui a été prise par Apollo 8. Donc Apollo 8 a fait le tour de la Lune, mais elle ne s'est pas posée, bien sûr. Et c'était la première fois qu'on avait une photo de notre planète vue depuis la Lune, pas vraiment depuis la Lune, mais depuis la distance de la Lune. Et c'est vrai que cette photo a beaucoup marqué à l'époque les gens, disant « Ah, c'est ça chez nous, c'est pas plus grand que ça ». Et quelques années, enfin 1990, la sonde Voyager 1 en l'occurrence ici, a été lancée depuis déjà pas mal de temps. Elle est partie pour explorer le système solaire externe, donc à partir de Jupiter, Saturne, Uranus, etc. Et donc en 90, elle s'est retournée pour prendre cette photo. Et le tout petit point qui est là, entouré de bleu, ben en fait c'est la Terre. C'est la Terre vue depuis une distance de 10 milliards de kilomètres. Alors 10 milliards de kilomètres, oui, si on doit les faire à pied, c'est long, mais dans l'univers, c'est là encore la porte à côté. Et ben pourtant, quand on est dans la porte à côté, on est tous là-dessus. On est tous là-dessus, et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose autour de nous.
Et c'est le Pale Blue Dot que Carl Sagan a dénommé comme ça à l'époque. Et ça nous fait prendre conscience effectivement que nous n'avons pas de voisines sur lesquelles on pourra aller quand on aura trop abîmé la nôtre. Alors, ce problème de croissance où on nous dit il faut de la croissance, on entend sans arrêt dire il faut de la croissance. Oui, il faut de la croissance dans la société à l'heure actuelle. Mais la croissance, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va s'arrêter un moment sur qu'est-ce que ça veut dire la croissance. En fait, depuis les années 1850, on a eu une croissance qui a doublé à peu près, multiplié par 2 tous les 17 ans. Qu'est-ce que ça veut dire multiplié par 2? Multiplié par 2, on va prendre quelques exemples ici. Si vous avez, alors vous les connaissez probablement, un nénuphar qui a une croissance assez importante et qui double la surface de ses feuilles tous les jours. S'il met 30 jours pour couvrir la moitié du lac sur lequel il se trouve, combien de temps lui faudra-t-il pour couvrir la totalité de la surface du lac? Exactement, bravo, 31 jours. 31 jours puisqu'il double, donc il n'en faut pas 30 de plus, il en suffit d'un. Et c'est la même chose aussi avec le jeu d'échecs. La légende veut que l'inventeur du jeu d'échecs ait présenté son jeu au roi du pays dans lequel il habitait. Je me souviens plus, la Perse ou... Enfin, je sais plus où c'était. Et le roi a beaucoup apprécié. Il a dit dis-moi ce que tu veux, je te l'offrirai. L'inventeur lui a dit vous mettez 1 grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, 8 sur la quatrième, etc. Et vous me remplissez l'échiquier, donc les 64 cases. Alors le roi, juste ça, mais vraiment, il est nul. Évidemment, je vais te le faire. Eh bien, à votre avis, est-ce que c'était possible? Est-ce que le roi a pu remplir les 64 cases? Non. Non, et de beaucoup, et vraiment de beaucoup. Je vais vous donner les résultats après. Et puis le dernier, c'est, vous avez une feuille de papier. Alors là, ma feuille de papier, elle n'est pas bonne parce qu'elle est trop épaisse. Donc elle doit faire pas loin de 0,5 mm. Mais vous voyez, les feuilles de papier habituelles, là, le plan qu'on vous a donné, ça fait à peu près 1/10 de millimètre d'épaisseur, 0,1 mm d'épaisseur. À votre avis, combien de fois il va falloir le plier pour pouvoir accéder à la distance Terre-Lune qui fait à peu près 384 000 km. Il faut plier 42 fois, 4200 fois, 42 millions de fois. Donc 0,1 mm. 0,1 mm, vous pliez en 2, ça va vous faire 0,2 mm. Vous repliez encore, 0,4 mm. Vous repliez encore, 0,8 mm. On n'est pas rendu, 384 000 km. Vous repliez encore 1,6 mm. Ouais, on est passé au-dessus du millimètre. Encore 3,2. Etc., etc. Alors, 42, 4200, 42 millions. 42 millions? Pas tout à fait. Alors, oui, il faut qu'un jour de plus au nénuphar. Quant au nombre de grains de riz, eh ben, il faut tout ça. Alors, je ne vais pas vous le lire, mais ça correspond à 500 ans de la production mondiale de riz en 2015. Donc non, il ne pouvait absolument pas remplir tout l'échiquier. Quant à la feuille de papier, 42 fois suffisent. Vous pliez une feuille de papier 42 fois, vous obtenez une épaisseur de quasiment 400 000 km. Alors oui, on ne peut pas plier une feuille de papier plus de 7 fois. C'est une expérience de pensée, c'est vrai qu'on n'aura jamais la matière qu'il faut dans une feuille de papier pour obtenir une épaisseur de 400 000 km. Mais vous voyez, en fait, ce que je veux vous montrer par là, c'est que multiplié par 2,
En mathématiques, c'est ce qu'on approche par la fonction exponentielle. Une exponentielle, ça explose très rapidement, ça augmente tout doucement, tout doucement, tout doucement, puis de plus en plus, et brutalement, ça augmente très très brutalement. Donc cette croissance qu'on a depuis 1850, qui fait qu'on double à peu près tous les 17 ans, eh bien, c'est quelque chose qui ne pourra pas durer parce que c'est un processus exponentiel et que les processus exponentiels dans un monde fini ne sont pas tenables. Là, je vous prends le cas du PIB mondial. Le PIB mondial en 1900, c'était 1100 milliards de dollars. Si on regarde un siècle plus tard, c'était 41 000 milliards de dollars. Donc en 2018, 84 000 milliards de dollars. Au passage, vous voyez que effectivement, on retrouve bien une quasi-multiplication par 2 en 17 ans. Ça a bien sûr continué d'augmenter, puisque le dernier que j'ai trouvé, c'est celui de 2022, puisque 2023, on ne l'a pas encore, c'est 101 000 milliards de dollars. Et si vous faites un petit peu des pourcentages, quand on nous dit il faut 3%, il faut 1%, il faut etc., on voit que 100% du PIB de 1900, ça vaut seulement 2,6% du PIB de 2000. Et ça ne vaut que 1% du PIB de 2022. Donc tout ce qui a été produit dans le monde entier en 1900, ça fait 1% du PIB de 2022. Donc dans notre croissance de 1%, c'est l'équivalent de tout ce qui avait été produit en 1900. Juste pour la croissance, hein. On a tout ce qu'il y a en dessous, le 1%, on a les 99 autres pourcents. Donc c'est vraiment quelque chose, le fait de doubler, le fait d'exponentiel, c'est qu'à chaque étape, eh bien, on a quelque chose de plus que toute la somme de ce qu'il y avait avant. Donc ça augmente de façon extrêmement rapide. C'est un phénomène qui est nouveau, mais est-ce qu'il est durable? Là, vous avez un graphe de l'évolution du PIB mondial. Donc là, on est dans les années 2000, là c'est 1900, là c'est 2000, vous voyez que ça explose, on est vraiment typiquement sur une exponentielle. Le problème, c'est que la croissance, eh ben, ça veut dire de la production. Production industrielle, production, enfin, échanges commerciaux, etc. Et ça, cette production-là, ça nécessite de l'énergie. Donc, on voit ici, vous avez les émissions, les utilisations du charbon, du pétrole, du gaz, du ciment, etc. Donc, les énergies fossiles depuis 1850 jusqu'à 2000. Vous voyez l'augmentation très très importante depuis les années 50-60. Et par-dessus, Aurélien Crida, le collègue de l'Observatoire de Nice, a mis par-dessus l'évolution du PIB. Et vous voyez que le PIB est complètement corrélé, l'augmentation du PIB suit exactement l'augmentation de la consommation du pétrole, du gaz et du charbon. Donc, qui dit PIB dit énergie, consommation d'énergie. Et comme cette énergie est essentiellement de l'énergie fossile, eh bien, augmentation du PIB, c'est augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2. Alors, ce CO2, où est-ce qu'il va? Ben, il va dans l'atmosphère. Et là, c'est le résultat d'analyse de bulles de glace, de bulles d'air emprisonnées dans la glace de la calotte polaire en Antarctique, qui permet de remonter, comme on a une archive du climat qui permet de remonter à plus de 800 000 ans. Eh bien, on voit que jusqu'à il y a peu de temps, mais attention, là on est en centaines de milliers d'années, hein, on avait alternance de périodes glaciaires, périodes interglaciaires, glaciaires, interglaciaires, etc. Et là, nous, on est ici, donc on est dans une interglaciaire, ça tout le monde le savait.
Normalement, on devrait redescendre, sauf que, voilà, vous avez un point aberrant ici depuis les années 1850-1950, qui fait que l'augmentation du CO2 n'arrête pas, et ça c'est des... Et vous voyez qu'en 1950, pour la première fois, on a dépassé le seuil de 300 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Et bien évidemment, ça n'a pas arrêté d'augmenter depuis. Vous voyez, c'est quasiment à l'échelle une augmentation verticale. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça et on va continuer à multiplier par 2 tous les 17 ans. Donc on en aura 500 en 2034, on en aura 700 en 2051, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Eh bien, il y a des tas de scientifiques qui, depuis des années, travaillent dessus, et en particulier l'équipe de Johan Rockström, qui travaille à Stockholm avec une équipe très largement internationale et très largement multidisciplinaire, pour arriver à définir comment fonctionne le système Terre globalement. Le système Terre, c'est un système physique qui va répondre d'une certaine façon en fonction des perturbations qui lui sont apportées. Et il a défini 9, ce qu'il a appelé des limites planétaires, 9 limites planétaires qui correspondent chacune à un sous-système terrestre, et l'ensemble de ces 9 sous-systèmes permettent de décrire complètement le fonctionnement du système Terre. Et vous avez ici les 9 systèmes. Vous avez par exemple le taux d'acidité de l'océan, la présence de la quantité de phosphore et d'azote dans les sols, les entités dans la biosphère, l'utilisation des sols, etc. Et alors, quand chaque limite correspond à un cône comme ça, là vous avez pour l'azote et le phosphore, l'acidification des océans, etc. Tant que c'est dans le vert ici, ça veut dire que cette limite planétaire, on reste dans des conditions qui permettent au système Terre de renouveler, d'absorber les perturbations qu'on lui apporte. Par contre, dès qu'on le dépasse, dans la partie rouge comme ça veut dire qu'on l'a dépassé. Ça veut dire qu'on l'a dépassé, c'est quoi? C'est qu'on utilise une quantité, par exemple, de phosphore ou d'azote qui est supérieure à ce que la Terre peut assimiler, recycler, pour rester dans un cycle qui était son cycle de stabilité jusqu'à présent. L'acidification des océans, c'est effectivement depuis des millions d'années, le taux d'acidité de l'océan était stable, et avec les perturbations qu'on a amenées dans le dernier siècle, cette acidité augmente de plus en plus. Ça a un impact considérable au point que maintenant, on en est quasiment, parce que là, la limite de l'acidification n'est pas dépassée, mais elle risque de l'être très bientôt. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau sera trop acide, par exemple, pour que les mollusques puissent garder une coquille. La coquille des mollusques risque d'être dissoute du fait du taux, on mesure ça par ce qu'on appelle le pH, qui mesure l'acidité d'un milieu. Le taux d'acidité des océans risque de devenir trop important pour que les mollusques, alors je prends l'exemple des mollusques, on pourrait prendre les coraux, on pourrait prendre les poissons, on pourrait prendre tout ça. Donc c'est vraiment des choses qui sont extrêmement perturbatrices. Donc ce concept de limite planétaire, ça définit quelque chose, un environnement sûr. Donc normalement c'est le pointillé ici, là, qui reste, quand on est là-dedans, on est en vert, qui définit un espace sûr pour l'humanité. Le SOS, c'est Safe Operating Space, donc l'espace de développement sûr, dans chacun de ces sous-systèmes. Et vous voyez, le problème majeur, c'est que sur les 9 limites planétaires, il y en a déjà 6 de dépassées. Et certaines dépassées très très largement.
l'érosion de la biodiversité et l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, on les a fait vraiment exploser. Et le problème de ces limites, c'est qu'elles sont très largement interdépendantes. Donc si on en fait perturber une, ça risque d'avoir des effets considérables sur les autres. Et puis, elles ont, pour certaines, des effets de seuil. Et en physique, quand vous passez un seuil, eh bien, vous risquez ça risque de vous mener à quelque chose de ce que vous aviez avant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Alors, je pense que c'est maintenant qu'il faut agir, j'en suis convaincue même, parce que, alors je ne sais pas si vous avez lu les rapports du GIEC, le GIEC c'est le groupement groupement international des experts du climat, qui produisent des rapports de façon régulière. Ils sont des milliers de scientifiques, ils se basent sur des dizaines de milliers de publications et d'études. C'est quelque chose d'excessivement robuste, et pourtant, leurs rapports ne sont pas suivis d'effet. Donc ils deviennent de plus en plus insistants et de plus en plus alarmistes. Et il a fait différents scénarios. Alors jusqu'à présent, on essayait de rester dans le scénario où l'augmentation de la température moyenne du globe n'allait pas dépasser 1,5 degré. On est en train d'exploser cette limite-là. Il y a déjà plus 1 degré globalement sur la Terre et on n'a pas du tout diminué nos émissions de gaz à effet de serre. On va très certainement au moins arriver aux 2 degrés, peut-être même les dépasser. Et il y a des scénarios avec plus 4, plus 6 degrés. Et vous voyez que chaque fois, bon, la température bien évidemment, mais tous les phénomènes météo de sécheresse, de précipitation, de cyclones, etc., vont être largement perturbés. Et ils vont évoluer de façon non linéaire. C'est pas parce qu'on passe de 1,5 degré à 2 degrés qu'on va avoir une petite perturbation. Non, la perturbation, la réaction, elle n'est pas linéaire par rapport à la perturbation. Je pense que, il est évident maintenant que les conséquences du réchauffement qui a commencé sont évidentes tout autour de la planète. Vous avez vu les feux gigantesques qui ont lieu maintenant, ce qu'on appelle même des méga-feux, qui sont tellement importants que ça devient des phénomènes météorologiques en eux-mêmes. Et ces méga-feux sont capables de créer des températures tellement élevées que ça crée des phénomènes de tornades, mais tornades de feu, pas les tornades comme ça. Donc ça propage ces feux à des distances considérables. Vous avez eu des méga-feux en Australie il y a quelques années. Là, au Canada, cette année, il y en a eu plusieurs. 2023 au Canada, plus 700% d'augmentation du nombre d'incendies. Plus de 15 millions d'hectares brûlés cette année, rien que brûlés cette année. Ça veut dire à la fois en termes de perte de biodiversité, mais aussi injection de particules dans l'atmosphère qui contribuent à l'effet de serre. Vous avez probablement entendu parler du feu très important qu'il y a eu dans le nord de la Grèce, le feu le plus important d'Europe jusqu'à présent, suivi presque immédiatement par des inondations considérables. Vous voyez les inondations en Libye maintenant. Enfin, tous ces phénomènes météorologiques vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus violents, à cause de ce réchauffement climatique et de la nécessaire réponse du système physique Terre à ces perturbations. Voilà, donc si j'ai réussi à vous convaincre qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, eh bien n'hésitez pas à faire connaître cet événement La Nuit est belle, à essayer de convaincre vos élus de le faire dans vos communes. Vous trouverez les informations ici, soit sur le web, soit sur Facebook. Si vous avez des commerces, des entreprises, etc., appliquez cela dans vos commerces et vos entreprises. Éteignez la lumière la nuit. C'est une économie d'énergie facile à faire et l'ensemble des organismes vivants autour de vous vous en sera reconnaissant. Et surtout, bien sûr, l'événement La Nuit est belle, c'est pour sensibiliser, mais le but,
c'est d'arriver à une extinction quotidienne. Il faut que toutes les nuits ce soit éteint pour faire des réelles économies. Là, on a un retour assez optimiste de l'événement La Nuit est belle, parce que en France, typiquement, il y a à peu près 20% de communes qui pratiquent l'extinction quotidienne. Et pour les communes qui ont participé à La Nuit est belle, on est à 2/3 des communes qui pratiquent l'extinction quotidienne ou qui sont engagées dans une démarche d'extinction quotidienne. C'est vraiment extrêmement important pour garder notre planète vivable, parce que cette émission de gaz à effet de serre, on les met maintenant. Hein, la quantité de CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère depuis 1950, c'est 1,40 m. On a rajouté une couche d'1,40 m. Alors évidemment, on n'a pas une couche exclusivement de CO2, c'est réparti dans toute l'épaisseur de l'atmosphère. Mais cette augmentation des parties par million du CO2, ça correspond à 1,40 m d'épaisseur de CO2 pur en plus dans l'atmosphère. Donc on a vraiment mis le double vitrage et on est en train d'essayer de mettre une serre par-dessus. Ça va pas tenir comme ça tiendra pas. Il faut absolument qu'on change notre façon de faire. La croissance, c'est pas possible. Dans un monde fini, il faut l'admettre, ce n'est pas possible. C'est un phénomène qui est extrêmement récent par rapport à l'histoire de l'humanité, encore plus fugace par rapport à l'histoire de la Terre, mais on doit inventer autre chose. On ne peut pas continuer comme ça. On aura beau se rouler par terre, la dimension de la Terre n'augmentera pas. Il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Voilà, je vous remercie.